bienvenue sur Terre, ma grande. C'est l'horreur, tu vas te régaler. Ah, c'est pas faux. Non! Non! Oh, punaise, oui! Pas ça! Non! Dites mon nom. Je vais appeler Internet et leur demander de me faxer les numéros de téléphone de toutes ces femmes. Merci. Écoutez, je dirai pas loin, comme ça, si c'est l'apocalypse ce soir, bip bip. Bonjour, c'est Clémence. Bienvenue dans We Love Series, le podcast signé We Love Cinéma qui s'intéresse aux séries cultes d'hier et d'aujourd'hui, qu'elles soient diffusées sur le petit écran ou sur les plateformes de streaming. Dans la dernière collection, on vous parlait de la famille américaine la plus célèbre, les Simpsons. Aujourd'hui, on s'attaque à une série radicalement différente. Retour en France, direction le royaume de l'ogre sur l'île de Bretagne. On débute une nouvelle collection consacrée à Kaamelott. Pour détailler cette série culte sous toutes ses coutures, j'ai le plaisir de retrouver Rafik Djoumi. Salut Rafik. Salut Clémence. Alors Rafik, on est en tête-à-tête aujourd'hui pour parler de Kaamelott, parce que le film Kaamelott, premier volet, sort en salle demain, le 21 juillet. On s'est dit que c'était une bonne occasion de faire un focus sur la série. Mais à l'origine de cette série, il y a d'abord un court-métrage. Il fait 14 minutes, il s'appelle Dies Irae, et on y retrouve déjà les ingrédients qui feront le succès de Kaamelott. Un humour décalé, des personnages hauts en couleur, une bande de bras cassés qui entoure le roi Arthur dépité. On est en 2003 et ce court cartonne dans les festivals. Il décroche plusieurs prix, ce qui motive Alexandre Astier à écrire 6 pilotes d'une série en format court, une shortcom, 5 minutes max par épisode. On y retrouve la majeure partie du casting de Dies Irae. La société de production Calt est séduite. Elle commande 4 nouveaux pilotes pour présenter le projet à M6 et ça tombe bien, on est en 2004, c'est la fin de Caméra Café, produit également par Calt et qui occupait jusque-là l'Access Prime Time, la case juste avant le programme du soir sur M6. Kaamelott tape dans l'œil de la chaîne, M6 commande une saison de 100 épisodes et le 3 janvier 2005, Arthur et ses chevaliers pas dégourdis débarquent sur nos écrans. Le succès est immédiat. Dès sa première semaine de diffusion, Kaamelott réunit 3,1 millions de téléspectateurs en moyenne. En novembre 2005, c'est-à-dire peu après la fin du livre 2, Kaamelott enregistre déjà le chiffre record de 5,6 millions de téléspectateurs et 130 000 DVD vendus pour le livre 1. La série se déroule ainsi sur 6 saisons, avec une évolution tant sur le fond que sur la forme, on va y revenir. Elle s'achève le 30 octobre 2009 après 458 épisodes. Depuis, Kaamelott a été très régulièrement rediffusé sur les chaînes Sister, Paris Première et W9. Et Kaamelott, quand les téléspectateurs l'ont découvert pour la première fois, ils ont entendu ça. Alors ce motif sonore qu'on entend au tout début, ce corps, ça s'appelle Abordage en mer Rouge. C'était le tout premier générique de la série. Et puis la série a évolué. La saison 5 propose des épisodes plus longs et le générique lui aussi change de format. Alors ça change, Rafik, on n'est plus du tout dans la même ambiance. Très clairement, et donc c'est intéressant le tout premier, la toute première fanfare qu'on a entendue, là les 3 notes de corps très très bruyantes. En fait, elles fonctionnaient comme un indicatif. Donc elles sont là presque pour appeler le spectateur, pour lui dire bon il est temps de se mettre devant ton poste. Mais en fait après ces notes de corps, on a déjà une séquence, une mini scénette. Qui généralement se termine par un bon mot, par une chute, avant que le générique à proprement parler ne démarre. Et ça, effectivement, ça situait Kaamelott à l'origine dans la continuité de la série précédente qui était Caméra Café, auquel le public s'était accoutumé, avec une rythmique très particulière et des petites scènes très très hachées. C'était le cas donc des premiers livres de Kaamelott, et au fur et à mesure, la narration a été modifiée, le format donc a changé, et la musique a accompagné cette mutation pour faire comprendre aux spectateurs qu'on rentrait dans un autre tempo, on va dire.
Et ce qui est très intéressant, en tout cas pour moi, qui était marquant à l'époque, c'est que ce générique est composé par le créateur, par l'auteur, le réalisateur, qui est donc aussi compositeur, Alexandre Astier, puisqu'il est rentré à 6 ans au conservatoire et il est sorti de la promotion 1989 de l'American School of Modern Music de Paris, donc on se moque pas du monde. Et cette formation musicale, elle joue un rôle très très important, déjà bien sûr dans la musique qu'il va composer, mais aussi dans son écriture scénaristique. On en reparlera. Ouais, on va revenir plus en détail sur Alexandre Astier dans le 2e épisode de ce podcast la semaine prochaine. Mais avant ça, on va aujourd'hui s'intéresser à l'histoire de Kaamelott et de qu'est-ce qui a fait que cette série a cartonné auprès du grand public. Donc, petit rappel, pour replacer les choses dans leur contexte, l'histoire de Kaamelott, qu'est-ce que c'est ? Ça se passe dans la 2e moitié du 5e siècle, sur l'île de Bretagne. Et là, il faut préciser une chose, c'est que l'île de Bretagne, là, c'est pas en France. Ben non, puisque donc on en parle encore aujourd'hui sous le terme de Grande-Bretagne, bien sûr, mais c'est la fin de l'Antiquité et le début du Moyen-Âge, où il y a une recomposition de tous les territoires avec l'écroulement progressif de l'Empire romain. Arthur, le personnage d'Arthur dans la série d'Alexandre Astier est directement lié à cet Empire romain, puisqu'en gros on l'a laissé, puisqu'il a été formé par l'armée romaine, et donc du coup on le laisse en tant que chef de guerre fédérer les troupes de ces régions un peu difficilement contrôlables. Et beaucoup des peuplades dont on entend parler dans la série sont historiquement justes. Je pense par exemple les Burgondes, etc. On est bien dans cette époque d'une Europe que nous actuellement ne pourrions pas reconnaître. Voilà. Ouais, le royaume de l'ogre sur lequel Arthur règne, finalement, ça recouvre à la fois une partie de la Grande-Bretagne d'aujourd'hui, avec l'Écosse, avec l'Irlande, ouais. Mais aussi une partie de la France avec l'Aquitaine. L'Aquitaine, tout à fait, ouais. Et bien sûr la Bretagne. Et évidemment, la Bretagne. Mais donc c'est un... Mais le mythe arthurien est un mythe effectivement breton et pas spécifiquement anglo-saxon. Ce que certains érudits anglo-saxons comme Tolkien détestaient les mythes arthuriens précisément parce qu'ils les considéraient pas comme anglais. Et donc, le royaume de l'ogre s'organise autour de son souverain, le roi Arthur, qui règne depuis le château de Kaamelott. Alors, il est accompagné par ses fidèles chevaliers de la table ronde et il s'attelle à la mission que les dieux lui ont confiée, rechercher le Graal. Oui, mais entre sa famille et les chevaliers qui sont pas super motivés, Arthur est entouré d'une belle bande de bras cassés. Et pour couronner le tout, le pays est régulièrement la cible d'incursions barbares. Ça aussi, on y reviendra sans doute. Et puis au-delà de ça, Arthur lui-même a une légère tendance à la colère et à la dépression, oui. Ce qui va venir aussi donner toute sa saveur au récit. Donc les personnages, alors on va pas rentrer dans les détails des personnages, beaucoup, oui. Parce que si on commence à faire le comparatif, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, je pense qu'on serait parti pour 4 épisodes dessus. Et bon, on va devoir faire un peu plus court. Arthur, évidemment, incarné par Alexandre Astier lui-même, qui joue donc le roi. Si tu veux en dire 2 mots, peut-être. Tu l'as bien défini, colérique et propre à la dépression, enfin en tout cas mélancolique, mais ça on le découvrira par la suite, dans le livre 4 notamment, sa progressive chute, qui tente d'organiser un royaume qui part à la dérive. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, le fait d'avoir choisi les mythes arthuriens fait qu'on se repose sur quelque chose que les gens connaissent a priori. Donc, on a déjà une connaissance des personnages. Lorsqu'on nous présente Guenièvre ou Perceval, même si on n'a pas forcément une grande culture éducation aux mythes arthuriens, on sait à peu près les situer. Voilà, on connaît Excalibur, on connaît Kaamelott. On connaît Merlin l'Enchanteur aussi. On connaît tout à fait. Donc les fonctions basiques des personnages nous sont déjà connues en tant que spectateurs. Mais évidemment, là, on va les découvrir sous le vernis. On va retirer le vernis de la légende pour nous faire apparaître crûment les humains qu'il y a derrière. Et en fait, en gros, la table ronde, ça ressemble peut-être presque à une espèce de comité d'entreprise. Particulièrement un peu chaotique, on va dire. Ouais, c'est la version médiévale de Caméra Café, quoi. Exactement. Et la continuité avec Caméra Café, elle est très importante. Déjà,
parce que c'est Yvan Le Bolloc qui avait repéré Dies Irae, puisqu'il était présenté, il a eu le prix spécial du jury du Festival du court-métrage d'humour de Meudon, dont Yvan Le Bolloc était président. Et donc, du coup, oui, il a vu évidemment les réactions des spectateurs dans la salle, les rires, etc. Ils étaient déjà à l'époque en train de se considérer que Caméra Café arriverait bientôt à terme, quoi, que le public finirait peut-être par s'enlacer. Et c'est lui qui a approché Astier par rapport à la constitution de ces pilotes dont tu nous as parlé tout à l'heure. Et on va retrouver donc à la production de Kaamelott, des gens comme Jean-Yves Robin et Alain Capoeuf, qui sont donc les fondateurs de la société Calt, qui produisait Caméra Café. Donc effectivement, il y avait aussi le souci d'une forme de continuité dans le type d'humour qui est... alors, il y a des gens qui parleraient de désacralisation du mythe, mais en fait, non, c'est simplement de nous les rendre plus proches. Le public qui regarde à cette heure-ci, donc en début de soirée, c'est généralement un public qui revient du boulot. Donc, Caméra Café, c'est déjà, ça leur avait plu parce que c'était une sorte de vengeance sur la journée qui venait de vivre. Peu le débrief... Voilà. Et en fait, là, tout d'un coup, c'est une forme de vengeance sur, je vais dire, les puissants. Voilà, c'est pour ça que je parlais de comité d'entreprise. Arthur et ce chevalier sont censés gérer le pays. Et en fait, ils sont nuls, quoi. On a l'équivalent du chef syndicaliste avec le paysan qui vient régulièrement faire valoir ses requêtes, etc. Donc, on continue, on est dans la continuité de l'humour de Caméra Café, d'autant plus que dès le 3e épisode, on a Yvan Le Bolloc qui joue un personnage qui s'appelle Brécan et qui est censé construire la table ronde. Donc il est littéralement en train de poser pour Alexandre Astier les fondations de ce qui va devenir sa série à lui. C'est très symbolique. Voilà, tout à fait. Et il y a une forme, voilà, tout un gag sur le fait que lorsque le Brécan réalise que sa table va être fréquentée par de la grande noblesse, il demande à laisser sa signature dessus comme une forme de petite publicité déguisée, quoi. Et donc il négocie, voilà, le droit de mettre un tout petit tag sur la table. Donc voilà, c'était très cette petite signature discrète, c'est une façon pour le Bolloc de dire je passe le relais, quoi. Et donc Arthur va réunir les chevaliers autour de cette table ronde. Alors parmi eux, on compte Léo Dagan, qui est aussi son beau-père, qui est le père de Guenièvre, la reine de Bretagne. On retrouve Perceval et Caradoc. Alors on les présente plus, tout le monde sait qui sont les deux... je vais pas dire les idiots du village, mais disons que... Un peu les Laurel et Hardy, oui. C'est un peu les Laurel et Hardy. Et puis on a Lancelot, le fidèle compagnon, le bras droit d'Arthur, qui va devenir Judas, qui va devenir sa némésis. Qui va devenir sa némésis dans la fin de la série. Et puis on retrouve également des personnages, on va dire, plus merveilleux, comme Merlin ou la Dame du Lac. La Dame du Lac qui est cette fée que seul Arthur peut voir et entendre. Joué par Audrey Fleurot. Tout à fait, oui. Alors, et toujours en gardant un équilibre difficile et délicat entre le côté donc noblesse, légende, solennelle qu'on associe à ces mythes, et bien sûr le pragmatisme, l'humour et la simplicité des situations, parce que surtout sur le livre 1, voilà, ça tourne régulièrement autour de détails insignifiants. C'est-à-dire que Arthur régulièrement va ramener le Graal sur la table, façon de parler, mais déjà ces chevaliers n'arrivent même pas à comprendre de quoi il s'agit. Je crois même qu'il y a un épisode où ils considèrent que ça pourrait être un bol à anchois, mais sont toujours très préoccupés par des détails insignifiants, comme le fait que les routes soient pavées et que ça oblige les chevaux à rouler sur le côté, etc. Bon. Donc on est vraiment dans oui, c'est ça, dans la gestion d'entreprise. Donc encore une fois, la continuité avec Caméra Café, elle était d'autant plus importante qu'elle a permis au public de passer le cap, en fait. Parce que la transition s'est faite en douceur. Ça aurait pu être violent pour un public de passer d'une série, voilà, auquel il s'était accoutumé, avec des personnages sympathiques, à finalement ces étrangers lointains qui sont ces figures historiques. Mais non, elles sont pas historiques, c'est les mêmes crétins que vous avez eu dans Caméra Café, que vous retrouvez autour d'une table ronde. Donc la transition en douceur, ça fonctionne, mais il y a d'autres raisons. Pourquoi est-ce que ça a marché, pourquoi ça a pris si vite
parce que vraiment, dès le départ, dès la première semaine, les audiences sont au rendez-vous. Alors, après, ça c'est des suppositions, mais déjà, je pense que le style d'écriture d'Astier répond à un véritable amour du public français pour le texte. Et déjà, ce sont pas des comédiens de cinéma, c'est pas des comédiens habitués aux séries télé, c'est des comédiens de théâtre qui jouent là, et donc ils sont tout à fait capables de parler de Picte, de Burgonde, mais comme s'ils étaient en train de parler de descendre les poubelles ou d'aller au supermarché. Donc le phrasé est très important. On est au pays de, je sais pas moi, de Marcel Pagnol, et voilà, de tout un tas d'un véritable amour pour les petites gens et leurs petits problèmes qui nous font sourire. Moi, j'ai constaté des influences. Bon, déjà, il y a celle de Claude Magnier qui a écrit pas mal de films avec Louis de Funès, comme Oscar et Joe, qui sont des comédies de situation où tout est vraiment basé sur le tempo, les échanges très très rapides qui s'entremêlent. On a du Francis Weber aussi pas mal dans la mécanique extrêmement précise de l'humour, le fait que on n'est pas obligé de rire tout le temps, il faut préparer un gag pour qu'il soit payant. Et enfin Michel Audiard, évidemment, qui est celui sur lequel on revient régulièrement. Les gens citeront Les Tontons Flingueurs, mais de ce que j'ai compris, Astier, ses deux films favoris, ce serait plutôt Les Vieux de la Vieille et Le Cave se rebiffe. Alors les Vieux de la Vieille, c'est ces trois vieux qui traversent la campagne française en insultant tout le monde, quoi, et c'est un véritable plaisir de la langue et du tempo comique. Et d'ailleurs, le livre 6, donc le final se termine par ça. Moi, j'avais trouvé ça très très surprenant à l'époque, par une scène extrêmement solennelle, donc entre guillemets très sérieuse, montée sur une reprise du thème de Raymond Lefebvre pour Joe, le film de Louis de Funès. Alors non seulement c'est étonnant, mais en plus ça marche. C'est-à-dire que cette musique de Joe fonctionne très très bien sur le caractère solennel de cette dernière séquence de la série, et c'est le prélude à une dédicace tout à fait officielle de la série à Louis de Funès. Astier donc avait dit que c'est pas un acteur pour moi, de Funès, c'est comme une espèce d'oncle, quelqu'un qui serait mort avant que je naisse, mais qui veille sévèrement. Je fais gaffe à ce que je fais toujours, parce que De Funès flotte quelque part. Donc voilà, lui, il considère qu'il a vraiment écrit sous cette influence. Et moi, ce que ça m'évoque, c'est que Louis de Funès, c'était un pianiste, c'était un musicien, et c'est quelqu'un qui travaillait très 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 précisément justement cette question du tempo et des nuances. Comme on l'a dit au début de l'émission, Astier a une formation musicale, et là, je pense qu'effectivement, c'est pas juste des bons mots, c'est des bons mots qui sont donnés exactement au rythme idéal, en fait. Oui, tout à fait. Et un autre élément à noter, parce que là, on a cité les influences qu'il a pu avoir issues du cinéma français classique, mais il y a aussi un très très grand nombre de guests dans la série qui apparaissent et qui sont eux-mêmes issus de la scène comique et des films humoristiques français contemporains. Bien sûr. On retrouve Bruno Salomon, François Rollin, Antoine Decaune, Alain Chabat, Géraldine Nakache, Christian Clavier. Enfin, là, j'en cite seulement quelques-uns, mais il y en a eu des dizaines. Ça, c'est sur les derniers livres. Effectivement, je crois que c'est à partir du livre 4 qu'on commence à avoir ces grands noms qui arrivent. Dès le départ, certains sont présents vraiment. Mais effectivement, c'est un casting 18 étoiles, quoi, qu'il a pu s'offrir sur cette série, mais parce que justement, ces gens-là, dès les premiers épisodes, ont vu que c'était quelqu'un qui écrivait pour les comédiens. Et effectivement, Humbert, là, qui joue le rôle de Perceval, le personnage est écrit littéralement pour lui. C'est Petiot. Pardon, excuse-moi. Oui. Humbert, c'est Caradoc. Je vais souvent les confondre, désolé. Et c'est Petiot d'ailleurs, pardon, Franck Petiot qui joue Perceval. Voilà. Qui je crois, ils ont fait de la scène ensemble, quoi, et il avait vraiment écrit pour son tempo à lui, quoi. Tout à fait. Alors, avant même de faire Dies Irae, Astier a réalisé un autre court-métrage qui s'appelle Soyons Sport, et dans lequel Franck Petiot apparaît. Alors là, ça se passe aujourd'hui. C'est un type qui va faire son jogging et qui croise un jardinier parce qu'il cherche les toilettes. Et le jardinier lui indique de faire le tour d'un enclos pour y aller, alors qu'en fait il aurait pu continuer tout droit, et on a déjà le personnage de Perceval, en fait. Et c'est vraiment son phrasé, la façon dont
celui qui deviendra Perceval s'exprime. On retrouve complètement le personnage. Tout à fait. On peut dire, on en parlera peut-être après, je sais pas des liens de la famille d'Astier, puisque donc son beau-père dans le film est joué par Lionel Astier, qui est littéralement son père. La femme de ce dernier est jouée par Joëlle Sevilla, qui est sa mère. Et Joëlle Sevilla, en fait, elle a fondé cette prod qui s'appelle Acting Studio. Ça, on en parlera dans le prochain épisode. Tout à fait, d'accord, okay. On rentrera en détail là-dedans la prochaine fois. Mais voilà, là, on a les ingrédients de ce qui fait rire, ce qui fait que le public s'embarque là-dedans et va suivre. Alors, va suivre jusqu'à un certain point, parce que la série, on l'a dit tout à l'heure, elle a évolué au fil des saisons. Entre le livre 1 et le livre 6, la série est passée du format shortcom, donc des programmes courts de 3-4 minutes, à un format plus long, jusqu'à 40 minutes l'épisode, pour la saison 6. Et il y a d'autres choses qui ont changé. C'est pas uniquement la durée, c'est aussi le fait que les premières saisons, les épisodes pouvaient se regarder de manière complètement désordonnée, dans l'ordre qu'on voulait. Ça n'avait pas d'importance, il n'y avait pas besoin de suivre une chronologie, puisqu'on n'avait pas vraiment d'arc narratif qui se suivait. Et puis, à partir de la saison 3, il y a une trame de fond qui commence à se dessiner. Et ça se développe de plus en plus. Le livre 4 est composé beaucoup de doubles épisodes. Qui permettent justement de développer le propos un peu plus, et ça prend de l'ampleur ensuite. On commence à rentrer dans une formule de soap, en fait, à partir de là, c'est-à-dire où les personnages font des références à des événements qui sont passés dans les épisodes précédents. Mais effectivement, dans le livre 1, on n'avait pas du tout besoin, on pouvait arriver à n'importe quel moment. Moi, cependant, j'ai vu le début d'une annonce de changement dès le livre 2, notamment dans un épisode qui est l'épisode 81 du livre 2 qui s'appelle L'Enragé, parce que tout le tempo comique de la série était généralement le même d'un épisode à l'autre. On ne concluait jamais une scène s'il n'y avait pas eu un gag, une chute. Et dans cet épisode-là, Guenièvre fait une remarque à Arthur en suggérant qu'il est peut-être amoureux, et Arthur pète un câble. Il fout la table en l'air et il sort du champ. Et il la laisse complètement choquée, toute seule, et ça s'arrête là. Et c'était la première fois qu'on terminait une scène, il n'y a pas de gag. Il s'est passé un truc grave et il n'y a pas de gag. On ne revient pas sur cet événement, mais c'était une annonce que, attention, peut-être que maintenant que vous vous êtes accoutumé à ces personnages, que vous les connaissez bien, etc., on va pouvoir passer à un cap supérieur. En fait. Alors, ce changement de format a perdu des spectateurs au passage. Tout le monde n'a pas apprécié. N'a pas apprécié ce changement de ton. C'est vrai que les personnes qui suivaient la série pour justement son aspect humoristique, d'un coup, se sont retrouvées un petit peu désemparées. Se dire, mais c'est pas ça qu'on m'avait vendu au départ. Oui. Tout à fait. Même si ça a été bien fait. Alors sur la saison 4, il tenait encore ce public. C'est vrai que le changement avec le livre 5 a été beaucoup plus brutal, et notamment par le fait que tout d'un coup on s'autorisait par exemple des séquences de transition qui n'existaient pas auparavant, puisque donc le principe même des sketchs faisait que le montage était extrêmement assuré, avec toujours essentiellement une caméra fixe, toujours focalisé sur les comédiens, et puis tout d'un coup, là, on avait des plans sur des carrioles qui traversent la campagne, etc., avec une musique d'accompagnement. Donc, on rentrait dans un format, entre guillemets, plus cinématographique, qui, du coup, suggère une autre forme de narration qui est en mode, oui, vous n'allez pas rire tout le temps. Ouais, et le livre 5 est assez particulière dans son découpage, puisque il y a vraiment deux versions. Il y a la version qui a été diffusée à la télé, avec 50 épisodes de 7 minutes chacun. Donc on est sur ce format un peu plus long, mais qui reste quand même relativement haché. Et il y a la version Director's Cut, celle qu'on retrouve sur les DVD, où là c'est 8 épisodes de 50 minutes. Donc c'est pas du tout le même rythme. Oui, et en réalité, ça fonctionne évidemment bien mieux sur la version DVD, puisque ces épisodes ont été écrits comme ça. Mais le truc, c'est qu'effectivement, Astier l'a joué fine, je dirais, puisqu'il s'est inscrit dans un système, en fait, qui était celui de la télévision, de grande écoute. Voilà. Il a fait le nécessaire pour transformer son univers, pour qu'il soit présentable dans ce cadre-là, pour petit à petit essayer de tirer vers ce que lui voulait faire. C'est pour ça que je parlais de cet épisode du livre 2, parce que pour moi, voilà, c'était une tentative de qu'est-ce qui se passe si je leur balance ça? Est-ce que ça va gueuler? Finalement, il n'y a pas eu de scandale quand on a eu cet épisode avec Guenièvre qui est traumatisé par Arthur. Donc
donc c'est qu'on pouvait aller dans cette direction. Il y a eu aussi dans l'épisode Pupi qui était écrit par sa mère, un moment extrêmement mélancolique et totalement inattendu, surtout à la télévision française, qui est lorsque Arthur découvre le spectacle de marionnettes qui s'amuse à jouer, à se moquer des chevaliers de la table ronde, et il se reconnaît dedans, et en fait, voilà, il prend un plaisir. Et là, on est carrément dans une espèce de comédie italienne des années 70, plus du tout dans le cadre, effectivement, caméra café. Donc, il y a eu une tentative de préparation du public et du coup aussi de la chaîne. Moi, je connais pas en détail les rapports qu'il y a eu avec la chaîne, mais il y a eu forcément de grosses négociations. À ce que j'ai compris, il avait tendance à rendre ses scripts un peu en dernière minute, ce qui est une façon de s'assurer que c'est ça ou rien. Donc, voilà, il a dit que dans le milieu, on le considérait comme un pirate parce qu'effectivement, il travaille un peu en autarcie, il emmène ses comédiens à Lyon, il tourne ses trucs là-bas. En gros, enfin, bon, il fait son truc, quoi, et il livre la chose en mode presque débrouillez-vous, mais en même temps il fait beaucoup d'efforts pour que ce qu'il amène ne soit pas complètement, enfin voilà, il n'est pas parti leur faire Game of Thrones près de chez moi, ou Warhammer qu'il aurait peut-être voulu faire, quoi. Il a quand même fait, voilà, il fait un effort pour rendre le produit qu'on lui a demandé, mais en tirant vers ce qu'il souhaite, quoi. Maintenant, il y a une portion du public qui s'est aliénée effectivement avec le livre 5, mais par contre, il a un public qui l'a suivi du début à la fin. Ne serait-ce que le fait qu'on soit ici aujourd'hui en train de parler d'une série comme Kaamelott, alors que essentiellement on a beaucoup tourné dans We Love Series autour de séries américaines, c'est pas anodin. C'est aussi que, comme tu l'as dit au début de l'émission, on parle des séries cultes, et Kaamelott, c'est une série culte, et qui dit culte dit qu'il y a un groupe de fidèles qui eux te suivent jusqu'au bout et qui sont ravis de te voir aller dans cette direction. Donc le livre 5 et 6, il a ses fans, ceux qui étaient là au tout début et qui l'ont suivi jusqu'à la fin, qui attendent impatiemment le film et qui veulent qu'Astier aille le plus loin possible dans le chemin qui s'est donné, quoi. Ouais, effectivement. Ouais. Et justement, le livre 6, donc la dernière saison de la série, c'est l'aboutissement de tout ce cheminement, puisque là, la saison comporte 9 épisodes de 40 minutes. Il n'y a plus de découpage en plus petites unités, hein. Et c'est un livre qui est particulier, puisque c'est pas la suite chronologique des livres précédents, c'est une préquelle. Ouais. Donc les 8 premiers épisodes relatent la jeunesse d'Arthur lorsqu'il était à Rome. À Rome. Et ça a été tourné dans les décors de la série Rome de HBO. Donc pareil, là aussi dans une série française, tu vois tout d'un coup des décors assez consistants, avec des comédiens là aussi de prestige. Enfin, on a Pierre Mondy qui est absolument impérial dans cette série, qui joue presque une forme de père de substitution pour le personnage d'Arthur. Le ton est très grave. Il y a des scènes de violence. Enfin bon, on est passé à autre chose. Oui. On est loin du Kaamelott des débuts, avec les blagues de Caradoc et Perceval. Et même ces personnages-là qui étaient comiques, on leur découvre une dimension beaucoup plus dramatique. Oui. Je dirais plus mélancolique peut-être aussi, ouais, tout à fait. C'était très risqué, mais je pense que pour Astier, il y avait un plan. Je vais me donner, voilà, le succès aidant, je vais me donner un certain nombre d'années pour essayer d'écarter les murs, parce qu'en fait c'est ça, c'est un créateur. Il y a des gens qui d'ailleurs le comparent à plus d'un titre à George Lucas par rapport au fait que voilà, il impose ses propres règles, mais ça s'impose dans le temps, dans la temporalité. Et le succès l'a aidé à ça. Et donc oui, la suite du plan, après ça, c'est le film donc qui sort demain, Kaamelott premier volet. Et qui était annoncé à la toute fin du livre 6, puisque le dernier plan de Kaamelott, en fait, passait en cinémascope et nous annonçait que la suite des aventures d'Arthur se ferait au cinéma. Exactement. Et donc, on y retrouve les personnages 10 ans après les derniers événements. Lancelot est au pouvoir, fait régner la terreur sur le royaume de l'ogre. Le peuple réclame le retour d'Arthur, mais est-ce qu'il parviendra à fédérer les clans rebelles, à renverser son ancien bras droit, devenu rival ? On va le voir. Le roi Arthur revient. Vous êtes de retour et ça c'est vraiment une bonne nouvelle. Pour nous tous, bien sûr, mais surtout pour le peuple breton qui a commencé sérieusement à tirer la langue. C'est-à-dire ? C'est métaphorique. En fait, ils tirent pas littéralement tous la langue. Ils sont au bout du rouleau, quoi.
c'est pareil. Il n'y a pas littéralement un gros rouleau avec des gens au bout. Kaamelott, premier volet. Voilà, maintenant, si vous le sentez pas, vous le sentez pas. Hein. Et donc, si entre la fin de la série et le film, il s'est passé 10 ans, dans la vraie vie, ça fait encore plus longtemps que ça, puisque le dernier épisode de la série a été diffusé pour la première fois sur M6 en 2009. Donc, il aura fallu 12 ans pour que le public découvre la suite des aventures d'Arthur et de ses chevaliers. Comment ça se fait ? Il y a plusieurs explications à ça. On le sait, c'est une notoriété publique. En 2013, il y avait un conflit juridique qui opposait Alexandre Astier à Kalt, des histoires de droits liés à la série, et qui a fait que la réalisation des films, puisque c'est une trilogie de films qu'Astier a en tête, piétine, ça ne se fait pas. Et puis, le conflit est résolu, c'est annoncé en novembre 2015. Et à partir de là, Alexandre Astier peut reprendre l'écriture et il confirmera que l'écriture est terminée en avril 2017. À partir de là, le tournage débute en 2019. Début janvier, fin janvier, début février 2019. Il y a 45 jours de tournage en tout, avec un budget estimé à 15 millions d'euros. Et le film doit sortir initialement le 29 juillet 2020, mais le Covid est passé par là. La sortie est repoussée une première fois au mois de novembre et puis une seconde fois. Kaamelott sort donc en salle mercredi 21 juillet. Et avant même son arrivée sur le grand écran, le film a battu un record. Tout juste ouverte, la billetterie a été pillée. En 24 heures, plus de 60 000 places ont été vendues. C'est un record de prévente pour un film français. C'est la société de distribution SND qui l'a annoncé. Et c'est pas du tout étonnant, étant donné, encore une fois, le culte following. En fait, la série, dans ses grandes heures, elle faisait 5 millions de spectateurs, comme tu nous l'as dit. Ça, c'est la moitié de Joséphine Ange Gardien. Donc, voilà, on n'est pas dans des scores délirants à la télévision, mais par contre, on est dans une véritable fidélisation. Parce que Joséphine Ange Gardien, en DVD, personne l'achète. Alors que les DVD de Kaamelott, comme tu l'as souligné tout à l'heure, se sont vendus par centaines de milliers. Donc là, on est vraiment dans une série qui fidélise son public parce que d'abord parce que voilà, on s'est évidemment attaché aux personnages, à l'univers, etc. Mais aussi parce qu'on évolue avec eux. On les suit, ils ont quelque chose à nous raconter, à nous renvoyer. Donc voilà, le fait que ce public ait pu attendre aussi longtemps les films et n'ait pas oublié d'être au rendez-vous, parce qu'on y avait annoncé qu'Arthur reviendra, qu'il sera un héros. Donc maintenant, il demande à le vérifier. Bien, le public va pouvoir le découvrir en salle dès demain. Donc le film sort le mercredi 21 juillet. En attendant ça, de quoi est-ce qu'on va parler la semaine prochaine ? La semaine prochaine, on va parler de l'autre facette, c'est-à-dire que de tout ce qu'Alexandre Astier a essayé d'amener à l'intérieur de la série française et qui ne lui était pas du tout coutumier. Là, dans cette émission, on a surtout parlé du grand public, en fait, de la façon avec laquelle il a séduit le grand public. Dans la série, dans l'épisode suivant, on parlera de comment il a travaillé son public de fans. Très bien. Rafik, merci de m'avoir accompagné pour ce premier épisode de notre nouvelle collection consacrée à Kaamelott. We Love Série, c'est fini pour aujourd'hui. Pour suivre les prochains épisodes et réécouter celui-ci, rendez-vous sur welovecinema.bnp Paribas et sur vos applis de podcast. Nous, on se retrouve mardi prochain pour la suite de cette collection. D'ici là, portez-vous bien.